Je commence tous mes zooms comme ça. Hey, salut Eric! Hey, salut Charles! C'est bizarre de se voir comme ça Pas en virtuellement. live. Ouais. J'aime pas ça être loin de toi et pas pouvoir te toucher. Euh, Écoute, je ferai pas de blague là-dessus, ça serait trop facile. Mais c'est vrai que ça fait différent, mais là, c'est l'air du temps aujourd'hui, hein, le virtuel. Fait qu'on enregistre cette petite capsule pour vous, chers auditeurs, auditrices de Radio Fitness, pour vous souhaiter numéro un, joyeux Joyeux Noël, Noël. hein? Joyeux Mhm. Noël. Et aussi pour, en même temps, donner le feu vert pour aller télécharger notre fameux programme d'entraînement à la maison avec des élastiques. C'est tout chaud, c'est sorti du four, c'est pour vous, amusez-vous. Et pour ceux qui n'ont pas de kit d'élastique à la maison, dans le programme, il y a un petit lien, c'est celui qu'on a acheté, on a trouvé comme on a mentionné il y a une couple d'épisodes, c'est pas mal le moins cher qu'on a trouvé. Et il est Ouais. très complet. Si vous en avez déjà, ben, pas besoin d'en acheter, merveilleux. Sinon, faites-vous ce cadeau-là pour Noël, un petit kit d'élastique, là, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les gyms vont pouvoir réouvrir. Peut-être que ça sera en 2022, peut-être que ça sera jamais, on ne sait pas. Dans le Ouais, pire des mais tu sais, cas. de toute façon, un kit d'élastique, ça coûte moins cher qu'un abonnement au gym. Fait que pourquoi pas investir ça? De toute façon, il y a plein de gens qui vont gaspiller euh, un abonnement au gym pendant un an, puis ils vont y aller 3 fois pendant le mois de janvier, puis ils ne retourneront plus jamais. Fait qu'au moins, ça va juste leur coûter 50 $. Mais C'est non, mais de toute façon, avec le programme qu'on leur donne, tellement facile, easy, ça prend 15, 20, 30 minutes de s'entraîner. Il n'y a aucune excuse, même pas besoin de se déplacer, aucune excuse de pas s'entraîner à partir de maintenant. Il n'y a pas d'excuse de ne pas être fit. Hein? Soyez Non, fit, on le dit tout le temps. aucune excuse. Et voilà. Et ben là, évidemment, étant donné que c'est le temps des fêtes, ben c'est le temps des fêtes pour nous aussi. Fait qu'on vous annonce qu'on va prendre quelques semaines de pause et on va vous revenir en janvier. En janvier En janvier. 2021, même, on va repartir l'année en force avec plein de nouveaux invités, plein d'entrevues, plein de contenus. Ça va être incroyable. Ouais, j'ai bien hâte. J'ai vu la liste d'invités qu'on a en attente. Parce que oui, écoute, les gens, les gens veulent absolument passer sur le podcast Radio Fitness. C'est la folie furieuse. Fait qu'on on doit en refuser parce qu'on a trop de demandes. Mais en tout cas, ceux qu'on a acceptés, là, je regarde les noms et je suis comme, waouh, cool. Les sujets qu'on Incroyable. a trouvés, là, écoute, Incroyable. là, j'ai vraiment hâte. Fait qu'on on va pas vous laisser comme ça sur la fin avec un épisode minuscule de quelques minutes juste pour vous souhaiter joyeux Noël. On va aller extirper dans dans nos anciens épisodes un épisode qui a été une pierre angulaire du podcast. Hein, Charles? Ouais, tu sors du gros vocabulaire aujourd'hui. Oui, sérieusement, premièrement, la première entrevue qu'on a faite. Puis deuxièmement, je dirais que c'est un épisode qui a connu quand même un certain succès, je dirais, Oui, avec Alexia de Macar. Puis justement, comme on en parlait tantôt, vu qu'on s'en va dans la période où la plupart des gens prennent une décision de se remettre en forme, de faire attention à leur nutrition, etc., pourquoi pas vous partager une entrevue avec une nutritionniste pour vous aider à vous guider dans vos choix santé pour 2021. absolument. Absolument. Je sais qu'il va y avoir beaucoup d'excès, peut-être moins d'excès cette année que les autres, étant donné qu'on est limité dans nos rassemblements. Mais Probablement. dans le fond, quand j'y pense, il va peut-être y en avoir plus d'excès. Mais en Parce que fait, quand tu es chez vous, là, c'est facile de manger 4 gâteaux. Là, tu sais. C'est facile de manger, de commander des biscuits. C'est facile de. mais c'est pas juste ça, c'est que ça fait 8 mois qu'on est dans le temps des fêtes, là, parce que, parce que tu sais, on a passé 3 mois en confinement, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont abusé des bonnes choses pendant ces 3 mois-là. Puis là, on est comme moins actif, on sort moins, le frigo est plus proche de nous en permanence. C'est facile de manger, grignoter parce qu'on s'emmerde. Fait que non, mais l'abus a déjà été fait. Fait que sûrement qu'ils vont rajouter une petite couche, mais, Non, c'est vrai. mais ouais. Fait qu'on vous laisse sur cet épisode avec Alexia Demacar parlant de nutrition. Alors, écoutez, bonne écoute, joyeux Noël, bonne année, on se revoit en janvier. Bonne écoute!
Bon épisode. Bienvenue à Radio Fitness avec vos animateurs Éric Laquer et Charles Vincent. Alors aujourd'hui, dans l'épisode numéro 4, on a interviewé une nutritionniste sportive, Alexia Demacar. Charles, qui est Alexia Demacar? Donc, accrochez-vous, parce que le curriculum est assez long. Donc, c'est une nutritionniste depuis 2005. Elle a un PhD en nutrition sportive. Elle travaille avec le Cirque du Soleil depuis 14 ans. Elle a complété 3 cycles olympiques avec les athlètes de haut niveau. Elle travaille avec l'équipe nationale de plongeon depuis 2009. Elle a travaillé avec l'équipe nationale de natation en préparation pour les Jeux de Londres. Travaille depuis une dizaine d'années avec le patinage artistique. Elle a entre autres travaillé avec Tessa Vertu et Scott Moir lors des derniers Jeux olympiques d'hiver. Au courant des années, elle a travaillé avec des athlètes élites pratiquant plusieurs autres sports, judo, cyclisme, gymnastique, escrime. Parallèlement à tout ça, elle a aussi une clientèle d'individus actifs qui s'entraînent pour des Ironman, marathons, etc. Et son plus gros projet actuel est de mettre sur pied une série de formations adaptées pour nutritionnistes, psychologues, préparateurs mentaux, préparateurs physiques, thérapeutes, travaillant auprès d'athlètes, individus actifs pour les aider avec les cas de troubles d'alimentation. Ouf! Donc, ce que tu es en train de nous dire, Charles, c'est que c'est une experte en nutrition. C'est une ninja de la nutrition, Éric. Donc, c'est vraiment de quoi elle parle. Et particulièrement de la nutrition sportive. Sa spécialité. Et dans cet épisode, on a parlé de plusieurs choses, dont la perte de poids, l'importance des glucides. On a parlé également de diète, de timing au niveau de la nutrition, d'hydratation. Écoutez, on en a parlé de tellement de choses. Sans plus tarder, on débute l'épisode maintenant. Bonne écoute. Bonne écoute. Êtes-vous physiquement ensemble? On est physiquement ensemble, oui, je peux le toucher, Eric. Non, en fait, c'est du CGI. On est à 2 endroits différents. Tu as eu une bonne Saint-Jean? Assez calme. Ouais, tranquille. Mais ouais, on a écouté le spectacle. Je trouvais que c'était bien fait, le spectacle qu'ils ont fait à Radio-Can. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Non. On l'a pas écouté, j'en ai entendu parler, par exemple, qu'il faisait un genre de show, mais qu'il faisait à la télé pour éviter les rassemblements, évidemment, dans cette période de COVID. J'étais curieux de savoir comment que ça t'a affecté en tant que nutritionniste, cette affaire-là. Le monde de tout le monde s'est écroulé d'un coup là, dans le cas du COVID. Moi, ça a commencé parce qu'il y avait les mondiaux de patinage artistique à Montréal. Fait que je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est la compétition la plus prestigieuse en patinage artistique, puis on l'avait à Montréal. Wow, okay. Donc, c'était des millions de dollars, dans le fond, qui avaient été investis pour cet événement-là. Puis c'est les meilleurs patineurs au monde qui devaient venir. Donc, moi, j'avais été invitée à cette présentation, à cette conférence, cette compétition-là pour présenter. Puis, jusqu'à la dernière minute, on savait pas si ça allait avoir lieu ou pas. Fait que là, quand ça a été annulé, je pense que ça a comme donné le ton pour le reste, où là, ça a comme fait boule de neige. Le cirque, on s'est fait avertir d'envoyer nos factures parce que tout allait fermer du jour au lendemain. Ensuite, toutes mes conférences ont été annulées une après l'autre. Okay, ensuite, mes clients qui étaient en insécurité financière m'ont annulé après l'autre. Ouais. Puis je me suis retrouvée à temps plein avec mes enfants aussi à la maison. Fait que ça a comme... C'est ça a chamboulé en fait ma vie personnelle professionnelle, mais comme tout le monde. Puis après ça, on s'est réajusté. De là un petit peu l'idée d'aller sur les réseaux sociaux, parce que je voulais trouver une différente façon d'aider un petit peu ma clientèle. Fait que tous les artistes de cirque qui se retrouvaient justement seuls dans leur petit coin de pays, sans soutien. Fait que je voulais continuer à les aider. Les athlètes, c'est sûr, les athlètes de plus haut niveau, il y avait encore accès à notre soutien, mais les athlètes plus en développement, beaucoup moins. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais envie de mettre sur pied un projet pour pouvoir aider de façon un petit peu plus large, je dirais, les artistes, athlètes, danseurs avec qui je travaille, qui sont un petit peu partout dans le monde. Ouais. Les artistes du cirque qui sont un peu plus mis à l'avant, qui eux autres avaient quand même un support, mais ceux qui étaient un peu moins,
en avait moins. Puis j'ai entendu parler de ça. Moi, mon background est beaucoup dans le tennis. J'ai été coach de tennis pendant longtemps. Et c'est un petit peu le même principe qu'on voit dans le monde du tennis. Les top 100, 125 joueurs, eux, ont des commanditaires, tout. Donc, qu'ils jouent ou pas, ils ont quand même un certain revenu. Mais dès qu'on descend en bas du top 125, là, c'est des athlètes qui, eux autres, ils ont rushé pas mal là, durant ces temps-là. Fait qu'on réalise que c'est tout le monde qui est affecté. Mais toi, principalement, au niveau de la nutrition, donc, as-tu quand même gardé quelques clients ou... Ouais, ben en voulant dire, je pense qu'il y a juste eu cette période d'insécurité-là. Aussi, moi, j'avais mis sur pied, avec une collègue, j'ai un projet justement d'éduquer les professionnels, les nutritionnistes dans le sujet des troubles de l'alimentation chez l'athlète. Fait qu'on avait mis sur pied 2 grosses formations, une à Montréal, une à Québec. Fait que ça a été annulé dans le fond aussi. Fait que c'est juste que beaucoup de mes projets sur lesquels je travaillais qui devaient avoir lieu ce printemps ont été tous annulés l'un après l'autre. Mais après ça, quand les gens ont vu que la vie continuait, ben c'est sûr que je veux dire, les gens continuent à prendre rendez-vous et tout ça. Je dirais que la période qu'on a vécue, on en a quand même beaucoup entendu parler dans les médias, mais les gens qui ont une relation difficile avec l'alimentation, le fait d'être en quarantaine à la maison a été particulièrement difficile pour eux aussi. Ouais. Fait que j'ai beaucoup de cas de troubles de l'alimentation qui se sont déclarés, plus en période justement de quarantaine. À l'opposé, pour d'autres cas avec lesquels je travaillais déjà, ça a été un mal pour un bien, dans la mesure où ça a été comme un arrêt obligatoire pour tout le monde. Fait que des fois, de sortir de son environnement un petit peu d'entraînement, puis le fait de se concentrer sur les objectifs en nutrition, en psycho, peut aider beaucoup. Fait qu'on a des belles histoires de réussite aussi, je dirais, dans les dernières semaines à ce niveau-là aussi. Tu as perdu un petit peu ta clientèle d'athlètes pendant cette période-là? Puis est-ce que oui, non, dans la mesure où à l'Institut national du sport, les choses ont été maintenues. Donc, les budgets, on se l'était fait dire, en fait, par On the Podium, en fait, qui est l'organisme fédéral, gouvernemental, qui donne le fondement, entre autres, à l'INS Québec, qui nous ont assuré, comme les Jeux olympiques étaient juste décalés, on espère d'1 an, que les budgets étaient maintenus. Parce que c'est sûr que nos athlètes, eux, ils arrêtaient quand même pas. En plongeon, ils n'ont pas eu de vacances là, pendant la quarantaine. Okay. Ils ont continué à s'entraîner à la maison. On a tous vu, je pense, des vidéos circuler sur les réseaux sociaux, mais les athlètes ont trouvé toutes les façons possibles de s'entraîner de la maison. Fait qu'en plongeon, dans la baignoire. Mais tu sais, de mettre des matelas dans le fond, tu sais, dans leur garage, dans leur maison pour continuer à faire, tu sais, leur entraînement. Fait que tout le monde s'est débrouillé. Ils ont aussi été capables d'emprunter du matériel, la salle de musculation aussi. Fait qu'ils ont réparti le matériel de notre salle à l'Institut national du sport pour les différents athlètes pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner dans le fond aussi. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la nutrition, ben il fallait que je les supporte parce qu'on devait ajuster. Leurs dépenses énergétiques étaient différentes, leur réalité était différente aussi, puis c'est surtout de garder la motivation. Ben c'est sûr que quand nous on était en train de piquer là, les jeux étant cet été, ben au niveau de notre périodisation, on avait atteint dans le fond notre composition corporelle optimale. On était dans les derniers préparatifs, ça devait être la Coupe du monde, donc les dernières qualifications. Fait que c'est sûr que c'est de réajuster un petit peu tout ça. Fait que c'est sûr qu'avec ces athlètes-là, ben il y a eu quand même beaucoup de support dans les dernières semaines. Mais étant donné que tu parles de ça, la périodisation et tout, j'avais une question par rapport à justement qu'est-ce que tu fais, parce que toi, donc, ta spécialité, c'est la nutrition sportive, justement, de suivre des athlètes de haut niveau. En quoi est-ce que ton support nutritionnel ou tes plans nutritionnels sont différents avant avant une période de compétition, durant ou juste avant la période de compétition et après, parce qu'il y a une différence? Chaque sport est différent, je te dirais. C'est sûr que mon travail est différent quand on supporte une équipe nationale versus quand on supporte un individu aussi. On appelle ça les groupes d'entraînement. Fait que plongeon, on a l'équipe nationale justement à Montréal de façon principale. Donc, ça veut dire que j'offre un support 52 semaines par année, dans le fond, à l'année longue. Fait que je suis à la piscine souvent avec les athlètes. Je suis là dans leur
quotidien. Je suis là dans leurs hauts et les bas. Fait que là, on peut vraiment faire une vraie périodisation de la nutrition en fonction de leur horaire de compétition. Fait que chaque sport est différent. Si je pense à judo, ils n'ont pas tant de période off versus plongeon où là, ils vont avoir pendant l'été, la saison de compétition se termine. Il va avoir souvent le mois d'août qui va être en congé. Puis là, l'automne, c'est la saison en fait de préparation où là, ils sont à la piscine, mais seulement en entraînement. Puis là, leur première compétition de l'année, c'est en décembre. Puis après ça, ils partent dans la saison de compétition jusqu'à la fin de l'été. Fait que c'est sûr que pour le groupe de plongeon, comment on organise la périodisation, c'est que là, ils reviennent à l'entraînement après leurs vacances. Fait que là, on se remet dedans. On fixe nos objectifs pour l'automne parce que si on parle justement de changement de composition corporelle, si on veut augmenter la masse maigre, on peut pas faire ça pendant une saison de compétition. Fait qu'on s'assure que nos objectifs concordent avec les objectifs des entraîneurs puis les objectifs en préparation physique aussi. Puis souvent, c'est en automne que là, on va vraiment pousser les objectifs de préparation physique puis de nutrition. Fait que ce soit une réduction de la masse grasse, une augmentation de la masse maigre. Fait que ça va se faire en automne dans leur cas. Ensuite, moi, je dirais que ma stratégie, puis peut-être d'un nutritionniste à l'autre, c'est différent, mais pour les sports aquo-artistiques, j'aime quand il y a un maintien de la composition corporelle ou du poids pendant toute la saison de compétition. Fait que de pas avoir vraiment de yo-yo, de up and down pour le poids. Ouais. La périodisation va être vraiment différente pour d'autres types de sports. Par exemple, en cyclisme, où là, on va cibler vraiment plus une compétition versus d'autres. Si, mettons, il y a beaucoup de grimpés dans une compétition, ben là, on va réduire un petit peu plus le poids avant versus d'autres, ça va être moins l'objectif principal, mais en plongeon, puis c'est la même chose pour un patinage artistique aussi, avec qui je travaille beaucoup, ben je préfère qu'on maintienne, dans le fond, la composition corporelle pour toute la saison de compétition. Puis c'est sûr d'avoir un pic pour notre compétition la plus importante à la fin de l'année. Puis après ça, c'est les vacances, mais contrairement à souvent ce que les gens vont penser, ben c'est pas parce qu'on est en vacances que là, il faudrait être off complètement, dans la mesure où... Fait qu'ils peuvent pas manger des gâteaux tous les jours, pizza tous les jours quand ils sont en période off. Ben dans la mesure où moi, je prends un équilibre alimentaire. Fait que s'ils veulent leur point de pizza, je veux dire, pendant leur saison de compétition, c'est correct aussi. Puis je pense que mon expertise, elle se situe surtout là, puis c'est là que je mets l'emphase avec les athlètes avec qui je travaille, c'est que le meilleur va être notre relation avec l'alimentation pendant qu'on s'entraîne, pendant qu'on compétitionne. Le moins, on va avoir besoin d'aller compenser, dans le fond, par la suite, en période de vacances. Fait qu'on veut éviter qu'un athlète revienne avec un 10-15 kilos de plus que son poids de compétition, en fait, en début de saison, parce que là, on travaille juste à le remettre où il était un an plus tôt versus d'améliorer réellement, dans le fond, ses capacités physiques, entre autres. Fait que, dans le fond, tu prônes une alimentation plutôt variée plutôt que de couper. Tu sais, si la personne, exemple, a envie de manger du gâteau, d'être capable de l'incorporer quelque part dans sa diète plutôt que de couper ça complètement puis devenir obsédé par la suite. Puis après ça, c'est là qu'on risque d'avoir des problèmes quand on tombe off-season. Ben c'est ça. C'est que souvent, dès qu'on met, dans le fond, une étiquette interdite sur un aliment, cet aliment-là va être différent d'une personne à l'autre, ben c'est sûr qu'on va y penser plus, puis quand on va se permettre d'en manger, ben on va en manger plus que ce qu'on aurait normalement fait, puis pas dans un contexte nécessairement optimal dans le fond non plus. Fait que c'est pour ça que c'est sûr que pour l'athlète qui se prépare au jeu, nous, on fait une planification sur 4 ans aussi. Un cycle olympique, c'est 4 ans. Fait que c'est sûr que nos objectifs en l'an 1 versus en 4 sont différents. Puis oui, il y a des sacrifices, je pense, à faire pour tout athlète de haut niveau, mais c'est de comprendre que c'est pas qu'au niveau nutrition, puis que c'est pas nécessairement en restriction, mais c'est autant le sommeil. Fait que oui, ils vont dormir plus, ils vont prendre moins d'alcool, ou pas du tout à période de compétition, puis surtout, justement, plus on se rapproche des jeux. Fait que c'est pas d'avoir une approche très restrictive au niveau de la nutrition, mais c'est vrai que au niveau du cycle olympique, il va y avoir des fluctuations, des différences à cet égard-là, mais de façon générale, moi, mes athlètes, c'est quelque chose avec lequel je travaille beaucoup, c'est justement d'enlever tous les interdits alimentaires, toutes les règles alimentaires, parce que le plus on en a, plus notre esprit, notre cerveau va vouloir, dans le fond, briser, puis c'est là que ça crée du dommage, dans le fond, souvent psychologique aussi.
Parce que, tu sais, comme si je regarde, exemple, mon père, présentement, il essaie de perdre du poids, fait extrêmement en forme, il fait du vélo, etc. Mais il y a la vieille mentalité que pour perdre du poids, il faut que tu coupes les carbs. Fait que plus de pain, plus de pâtes, plus de patates. Donc les glucides. Les glucides. glucides. Pour les gens qui nous suivent en français. En français, oui, c'est ça. Donc, il coupe les glucides. Tu sais, je me demandais, je sais pas si tu savais, de où est-ce que ça vient, cette espèce d'idée-là que c'est une vieille mentalité de quand on veut perdre du poids, on coupe les glucides. Tu sais. Puis pourquoi les gens pensent que les glucides, c'est le démon, puis c'est ça qui nous rend gros. Tu sais. En fait, c'est cyclique aussi, si on remarque, là, fait qu'il y a eu les glucides, après ça, il y a eu les gras, puis après ça, c'est les protéines plus végétales versus animales. Fait que, tu sais, nous, avec du recul, on voit vraiment qu'au niveau des diètes populaires, là, il y a des thématiques, des cycles, mais les tendances se poursuivent quand même. Je pense, en parlant justement de glucides, la première erreur que les gens font, c'est le fait qu'ils confondent glucides, féculents, qui ne sont pas des synonymes. Quand on parle de glucides, dans le fond, on parle d'une grosse catégorie, d'un groupe, c'est un macronutriment qui donne de l'énergie, dans le fond, au corps, comme va en donner, dans le fond, les protéines, les gras. Puis, souvent, les gens me disent « Ah, moi, je suis une diète faible en glucides. Ils mangent pas de produits céréaliers, mais ils mangent 70 portions de fruits par jour. » Mais ça, c'est pas une diète qui est faible en glucides. C'est ça. fait que, dans le fond, si... Déjà, de comprendre que justement, des glucides, il y en a dans les légumineuses, il y en a dans les produits laitiers, que le lactose, c'est un glucide, c'est une famille. Puis dans cette famille-là, c'est sûr qu'il y a des glucides qui vont être absorbés plus rapidement, fait que des glucides qui sont simples, puis d'autres qui vont être absorbés plus lentement, les glucides qui sont complexes. Je pense que la peur des glucides, là, les 3 P, là, on en entend encore parler, là, patate ou pâtisserie, peu importe. Et la poutine aussi, là, c'est un P qui est très haut en glucides, la poutine. Je pense que ça vient entre autres du fait que les gens obtiennent les résultats rapidement dès qu'ils coupent leurs glucides. Pourquoi? Parce que notre corps est rempli de réserves de glucides. Puis souvent, je pose tout le temps cette question-là quand je donne des conférences ou des ateliers. Est-ce que c'est possible de mettre en réserve dans le fond des glucides? Fait que je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben absolument. Sous quelle forme? Forme de glucogène. C'est ça. Vous avez étudié là-dedans. Mais souvent, les gens me répondent, ben oui, mais c'est sous forme de gras. Non, c'est pas ça se transforme de façon magique. Ouais. C'est comme les gens qui disent « Oui, moi, je veux transformer mon gras en muscle. » Bonne chance! Si tu sais comment faire, tu me le diras parce que ça m'intéresse. Fait que déjà, de savoir effectivement, dans le fond, que les muscles et notre foie sont remplis, dans le fond, de glycogène, que le glycogène, c'est pas juste du sucre, mais c'est une molécule de glucose pour 3 molécules d'eau. Fait que ça pèse beaucoup en termes de poids. Fait que quelqu'un, du jour au lendemain, en fait, qui coupe ses glucides, ben, de un, probablement qu'il coupe déjà beaucoup ses calories, parce que s'il avait l'habitude de manger des glucides, puis là, il les coupe du jour au lendemain, il réduit ses calories, mais surtout, dans le fond, il va vider ses réserves de glycogène très rapidement. Fait que sur la balance, c'est très, très efficace à court terme, parce que on coupe nos glucides, puis on voit des résultats très rapidement aussi, même si, au bout du compte, c'est pas des résultats qui sont optimaux. Ce que je remarque, c'est sûr que je travaille plus avec une clientèle, presque uniquement avec une clientèle, en fait, d'athlètes ou de gens qui s'entraînent. Mais le fait de couper beaucoup les glucides, déjà à moyen terme, ça fonctionne pas parce que souvent les rages de sucre vont arriver parce que les gens, surtout pour les sports intermittents comme stop and go qu'on appelle, comme par exemple le soccer ou même, je veux dire, le tennis aussi, où ça va être des efforts qui sont très explosifs, rapides de courte durée. On a besoin de glucides, dans le fond, pour performer. Donc, souvent, le corps va vouloir trouver une façon d'aller chercher ses glucides qu'on lui donne pas, fait que les rages de sucre vont arriver. Fait que ça, c'est souvent décourageant pour les gens qui ont suivi une diète, dans le fond, faible en glucides pour une certaine période, parce que là, ils vont perdre le contrôle, puis ils vont finir par manger beaucoup plus de glucides. Puis quand le corps a besoin de glucides, il va pas dire « Ah, je vais me chercher une bonne pomme ». Mais non, il va chercher, en fait, des glucides qui sont absorbés super rapidement. Fait que ça va être souvent des sucres qui sont
évidemment simples, puis qui n'ont pas de fibres, puis que ça va être la boîte de biscuits ou la palette de chocolat à ce moment-là aussi. De la bonne Ouais, pâte à biscuits. Ouais. Surtout que ces gens-là vont plafonner quand même assez rapidement, puis qu'ils vont se dire « Ah, ben pourquoi je fais ça? » Puis ils vont vite retomber, se jeter dans le sucre et les patates frites. Mais fait que dans le fond, tu t'encouragerais plus de garder une alimentation plus variée, mais de réduire ses calories si on veut perdre du poids plutôt que couper un groupe alimentaire, un macro, dans le fond, si je peux dire. Ben, en fait, c'est que souvent pour la perte de poids, c'est de se poser la question pour laquelle on le fait. Parce que c'est sûr que, je veux dire, il y a toute la culture des diètes qui est tellement puissante partout dans le monde. Puis ce qui est intéressant, depuis surtout que je suis sur Instagram pour mon projet, on voit qu'il y a la culture anti-diète qui prend quand même beaucoup de place, puis où les gens vont y adhérer quand même beaucoup aussi, parce qu'il y a, malgré le fait que ce soit très populaire, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se rendent compte que ça a pris le contrôle sur leur vie pendant longtemps, puis qui ont plus le goût d'adhérer à ça. Puis en même temps, est-ce qu'on a besoin, quelle est la raison pour laquelle on veut perdre du poids? Parce que souvent, les gens disent « Ah, je vais me sentir mieux ou je vais être plus heureux quand je vais avoir perdu du poids. » Mais souvent, c'est pas le cas. Je veux dire, si on s'aime pas, si on n'a pas si notre image corporelle est pas positive, c'est pas le fait de perdre 5-10 livres, dans le fond, qui va changer les choses. Il va tout le temps avoir quelque chose qui va nous chicoter ou qui va nous déplaire. Là, on va chercher à aller plus loin, puis à aller plus loin. Fait que déjà, de se questionner sur la raison, à ce moment-là, je pense que c'est important. Mais surtout, c'est d'y aller. Puis c'est peut-être la raison pour laquelle, des fois, en nutrition, les nutritionnistes ou les diététistes sont moins populaires. C'est qu'on veut pas être drastique. Puis nous, on prône évidemment le changement d'habitude de vie aussi. On sait que les gens mangent peu de fruits et légumes. On sait que les gens sont pressés, qu'ils mangent debout devant leur ordinateur ou avec leur téléphone. Puis à ce moment-là, on écoute moins nos sentiments de faim, de satiété. Fait que de façon générale, nos messages sont moins populaires que, couper ça, c'est super efficace, vous allez perdre du poids rapidement à ce moment-là aussi. Fait que moi, ce que je recommande, c'est d'y aller moins avec une approche noir ou blanc ou, OK, à partir de lundi, parce que ça, on le voit souvent, à partir de lundi, fameux je lundi, classique lundi, là. Puis, fait que là, en fin de semaine, il faut que j'en profite. Fait que là, je vais en profiter pour manger tout ce que j'aurais pas le droit de manger pendant mon régime. Fait que là, je vais me faire des réserves pour... Fait que ça, c'est sûr qu'à long terme, ça fonctionne pas. Fait que souvent, ce qu'on explique aux gens, c'est la constance. Fait que ça, on a un petit déficit, dans le fond, calorique, mais qu'on maintient dans le temps. Mais c'est sûr que là, ça peut avoir une influence à plus long terme parce qu'on veut, c'est si les gens ont besoin de perdre du poids pour quelconque raison, puis ça, on respecte dans le fond leur choix, c'est d'être constant dans le fond avec leurs habitudes. Puis c'est surtout d'identifier dans le fond qu'est-ce qui devrait être fait, parce que chaque personne est différente. Fait que c'est faux de dire que la même formule marche pour chacun. Je veux dire, je travaille aussi avec une clientèle de gens d'affaires qui s'entraînent pour des Ironman ou des marathons aussi, mais c'est dans le contexte de leur travail, des fois, ils doivent aller au restaurant dîner tous les midis. Fait que comment gérer ça? Je veux dire, non, le petit régime, dans le fond, canne de thon, 6 fois par jour, légumes, dans le fond, qu'ils peuvent avoir au gym du coin des fois, c'est pas applicable, c'est surtout certainement pas recommandable dans le fond non plus. Ouais. Il y a quelque chose que tu as mentionné qui m'a fait penser à ce que j'ai déjà entendu et j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Tu as parlé de manger debout, manger vite et tout. On m'a dit que, et là je me rappelle plus c'est qui m'a dit ça, fait que ma source peut être très bonne ou très mauvaise, que c'était beaucoup mieux de s'asseoir et de prendre le temps de manger et que même si on est assis, mais qu'on est devant la télé à manger, que ça avait une incidence sur quelque chose, là je me rappelle pas, ça fait longtemps que j'ai entendu ça, que ça soit sur notre digestion ou sur quelque chose d'autre. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et ça fait déjà longtemps qu'on en parle, mais je pense que récemment, l'accent est encore plus mis là-dessus. On parle d'alimentation plus intuitive, d'alimentation en pleine conscience. Fait qu'en anglais, on va utiliser beaucoup le terme mindful eating. Fait qu'il y a plein de livres qui sont... C'est assez comique parce que pendant la quarantaine, on remarque que sur Amazon, ils sont tous sold out, ces livres-là. Ah! Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça pendant la quarantaine, justement. Puis, en fait, c'est juste
le fait de prendre conscience du moment présent quand on mange. Parce que justement, le fait de manger en faisant d'autres choses, et surtout devant un écran, on se rend compte qu'on est déconnecté complètement avec ce qui se passe dans le fond, dans notre assiette, puis dans notre corps. Fait qu'on mange une certaine quantité parce que c'est devant nous, mais on se questionne pas à savoir est-ce que j'ai plus faim, est-ce que j'ai encore faim. Fait que le fait de manger plus lentement aussi va faire une différence. Si on écoute une émission, puis je sais pas, c'est un film d'action ou quelque chose, puis que là on est pris, puis que là on est stressé, puis que là on mange vite, mais c'est sûr que ça se peut qu'après l'épisode on se dise ouf, finalement je pense que j'avais pas aussi faim, puis j'ai tout mangé. Fait que c'est plus on mange lentement, plus c'est ça qu'on laisse le temps à notre système digestif de dire à notre cerveau qu'on n'a plus faim aussi. Fait que c'est pour ça que le message qu'on lance aux gens, c'est de prendre le temps de manger, d'être conscient de ce qui se passe, puis d'apprécier aussi le moment. Fait que les principes clés de l'alimentation, justement, en pleine conscience, c'est d'écouter nos 5 sens. Fait que des fois, c'est de regarder avec les yeux qu'est-ce qu'on va manger, les couleurs, les formes, tout ça. Après ça, l'ouïe dans la mesure dans quel contexte on est. Est-ce qu'on est dans un environnement bruyant, calme? Est-ce qu'il y a de la musique qui joue? Est-ce que ça sent bon? Est-ce que c'est chaud? Quelles sont les textures? Fait que moi, ça m'arrive souvent de faire ces exercices-là avec des artistes ou avec des athlètes. Puis souvent, c'est une révélation pour beaucoup d'entre eux parce que des fois, c'est juste qu'ils n'ont jamais de leur vie pris le temps d'apprécier ce qu'ils mangeaient puis de le faire en pleine conscience. En fait, t'en parles, puis je suis un peu victime de ça. Je mange tout le temps devant ma télé. J'ai travaillé longtemps en restauration, fait que ça, c'est comme tu manges dans la cuisine le plus vite que tu peux, puis elle va vite te retourner dans ta section, tu sais. Puis t'as pas vraiment de pause, etc. Fait que, ouais, non, c'est vrai que j'ai jamais... Moi aussi, j'ai été serveuse longtemps. J'ai jamais pris le temps de justement faire ce que tu dis. Moi, je pensais que ça, c'était plus le intuitive eating, qui s'appelle en anglais, manger de façon intuitive. Dans le fond, les gens qui sont capables de garder leur poids de façon... de maintenir leur poids à un certain niveau sans compter leurs calories, sans trop se préoccuper à compter leurs macros, qui sont juste capables tu sais, ça prend de l'expérience, évidemment, pour en arriver à ce niveau-là, puis beaucoup d'expérience. Fait que je pensais que c'était de ça qu'on parlait. Mais les deux sont connexes, là. Hein? Les deux sont connexes. L'alimentation intuitive, dans le fond, les deux sont interreliés, là. OK. Parce qu'on parle, tu sais, quand les gens veulent acheter un livre, c'est que je pense qu'ils savent pas dans quoi ils s'embarquent, parce qu'on parle d'années et d'années à compter nos macros puis à peser notre nourriture avant d'être capable d'en arriver là. Mais je suis curieux de savoir, toi, supposons que tu as un client qui vient te voir, monsieur, madame, tout le monde, qui vient te voir pour une perte de poids. Est-ce que tu vas être porté à leur faire compter leurs calories puis comprendre c'est quoi les macros, etc.? Non. Je vais être claire dans le fond comme ça. C'est sûr que des fois, ma job est difficile dans la mesure où pour certains athlètes de très haut niveau, la ligne est très, très mince quand on n'a pas le choix, dans le fond, de réduire un petit peu le poids ou la masse grasse, vraiment pour des objectifs précis de performance, puis qu'on veut pas que l'athlète manque d'énergie ou que ça interfère avec sa récupération. Ben là, c'est sûr qu'on n'a pas le choix d'y aller, dans le fond, avec une méthode plus calculée. Sauf que, en même temps, pendant l'évaluation, mon travail, c'est de m'assurer, dans le fond, que je ne vais pas nuire à l'athlète plus que de l'aider. Fait que la façon que la démarche va lui être apportée va être super importante, dans le fond, aussi. Les suivis vont être très, très rigoureux en même temps. Puis c'est de faire comprendre à l'athlète que c'est pour une période très spécifique aussi, puis que le but ultime, c'est de pouvoir ne pas avoir besoin de ces références alimentaires-là, puis de pouvoir justement manger de façon intuitive ultimement. Mais c'est sûr que ça, c'est avec des athlètes où on n'a vraiment pas le choix. Avec monsieur et madame tout le monde, c'est sûr que je peux donner les gens mangent très peu de légumes. Fait que de leur dire, ben si vous êtes capable de manger, parce que des fois, ils mangent 2-3 brocolis, puis ils pensent que c'est beaucoup de légumes. Fait que des fois, de dire, ben essayez de mettre une demi-assiette dans le fond, fait que 2 balles de tennis de légumes dans votre assiette. Fait que
oui, je peux donner des lignes directrices ou la même chose pour les protéines. Des fois, les gens se font une salade puis mettent 2-3 morceaux de feta puis pensent qu'ils ont assez de protéines. Fait que de donner justement des lignes directrices à ce moment-là. Mais de demander aux gens de calculer tout ce qu'ils mangent, je pense pas que ce soit optimal. Puis en même temps, je mets jamais de nombre de calories, moi, sur ce que je donne aux gens. Okay. Jamais. Okay. Je recommande pas aux gens d'utiliser des applications non plus. J'ai tellement vu le dommage, en fond, que tout ça pouvait avoir chez les gens. Fait que c'est pour ça que c'est pas une approche que j'adopte. OK. Fait que dans le fond, tu y vas avec plus la technique de la portion, en fait. Dans le fond, prendre la moitié de ton assiette en protéines, puis un quart de ton assiette en légumes, peu importe. Chaque cas est vraiment différent. Ouais. Mais je veux dire, en même temps, ça dépend de où la personne part aussi. Fait que des fois, c'est plus au niveau de l'organisation. Fait que, tu sais, pour une personne, justement, qui ça porte jamais de lunch, puis va tout le temps au casse-croûte du coin, ben juste de l'éduquer à savoir comment préparer ses lunchs, quoi apporter, comment l'intégrer à son horaire. Juste ça peut faire une immense différence, dans le fond, dans le changement d'habitude de vie d'une personne aussi. Fait que je pense que c'est pour ça que nos évaluations sont importantes, sont suffisamment longues aussi, parce c'est pas juste de savoir qu'est-ce que la personne mange, mais c'est de comprendre tout le reste aussi. Okay. Donc, l'état psychologique de la personne. Puis comment tu... C'est ça, parce que je suis curieux, je suis vraiment habitué de calculer les calories, etc., puis donner un objectif calorique. Fait que je suis curieux de savoir comment, après ça, tu gages les progrès, puis qu'est-ce que tu peux faire pour ajuster. Est-ce que tu leur demandes de tout noter qu'est-ce qu'ils mangent, ou comment tu fais après ça, toi, pour t'ajuster plus loin dans le processus? Bien, comme encore une fois, chaque personne a des objectifs différents aussi. Fait que des gens que c'est de pouvoir faire du vélo plus longtemps ou d'améliorer juste leur performance, leur temps en course à pied. Fait que tu sais, tout se résume pas non plus juste au poids. Fait que oui, il y a des gens qui continuent de se peser, c'est correct. En même temps, souvent, je vais donner des espèces de lignes directrices où je vais encadrer un petit peu les gens. Fait que s'il y a quelqu'un qui se pèse 3 fois par jour, qui va tout le temps ajuster son apport alimentaire en fonction du chiffre sur la balance, bien ça, c'est un comportement à éviter. Fait que souvent, ce que je vais dire à la personne, on va prendre une pause de la balance, puis le but, c'est pas d'en avoir peur. Fait que c'est pas de dire tu peux plus te peser pour le reste de ta vie, mais c'est de le réintégrer après ça dans un autre contexte, puis que la personne ait pas peur de voir le chiffre qu'elle voit, dans le fond, sur la balance, elle va chez le médecin, par exemple, par la suite. Fait que c'est juste de pas... En fait, c'est que les gens doivent valoriser leur changement d'habitude de vie par le processus, pas juste par le résultat. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de résultat puis qu'on se rendra pas à un résultat. Mais si la personne se valorise puis se sent tellement mieux depuis qu'elle fait ses lunchs puis que justement, au lieu d'aller au casse-croûte du coin, puis qu'elle est plus productive dans son travail l'après-midi, elle se sent moins ballonnée, elle a pas mal au ventre, ses entraînements, justement, vont beaucoup mieux, ben ça, c'est sûr que c'est une façon de mesurer les progrès, dans le fond, d'une personne aussi. OK. Fait que dans le fond, c'est comment la personne va se sentir, ses performances vont s'améliorer, puis comme tu dis, tout dépendamment de l'objectif que la personne a, vraiment plus focusé sur les habitudes de vie plutôt que de focusser sur la balance puis la perte de poids. C'est quand même vraiment cool, je trouve. C'est quand même bien. Moi, je trouve que c'est bien. Je pense que c'est une bonne approche. Je pense que c'est bien. Puis c'est sûr qu'avec les athlètes de haut niveau, ben oui, on monitore la composition corporelle de différentes façons, mais on le fait aussi beaucoup quand on fait notre plan annuel. On va déjà cibler les moments où justement on va mesurer la composition corporelle. Mais moi, c'est quelque chose que j'évite de faire, tu sais, chez monsieur, madame, tout le monde, dans d'autres contextes. Là. Mais encore une fois, tu es des athlètes, t'as pas le choix. C'est pour exemple un haltérophile avant une compétition, il doit sûrement se trouver il doit perdre du poids pour arriver dans une classe. Mais là, les catégories de poids, la balance, on n'a pas le choix. Oui, exact. Non, t'as pas le choix. Exact. Puis souvent, ils se retrouvent à être un certain poids pendant l'année, puis avant une compétition, ils vont descendre de poids pour être dans une classe plus légère pour mieux performer dans ces classes-là. Pour la catégorie de poids, c'est vraiment difficile. C'est sûr que, je veux dire, ils sont toujours dépendants de la balance. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de yo-yo. Fait que l'idée, c'est de limiter le plus possible, justement, les yo-yo, parce que ça fait beaucoup de dommages, dans le fond. On le voit aussi, les athlètes un petit peu plus âgés. Le corps est fatigué des pertes de poids drastiques aussi, puis il réagit moins facilement, moins rapidement. Puis, je veux dire, des grosses déshydratations avant de peser, c'est sûr que ça va affecter la performance aussi, ou le fait de jeûner pendant quelques jours.
Fait que de mieux planifier tout ça, quitte à changer de catégorie de poids quand c'est possible. C'est sûr que nous, c'est des choses qu'on va faire aussi encore de notre travail. Est-ce que tu travailles avec beaucoup d'athlètes qui doivent faire ça, faire des pertes de poids juste avant les compétitions? J'ai travaillé dans le fond avec une athlète de lutte puis 2 athlètes de judo avant les derniers Jeux olympiques. Fait que j'ai travaillé beaucoup avec justement les catégories de poids dans ce contexte-là. Là, je travaille aussi avec le karaté. Fait que c'est des sports avec lesquels je travaille aussi. Je travaille principalement avec des sports aquo-artistiques, fait que patinage artistique, gymnastique, plongeon, puis les disciplines de cirque. Mais c'est sûr que oui, j'ai eu à travailler, puis je travaille encore avec des catégories de poids. Okay. Tu as mentionné le fait que le corps se fatigue d'avoir des pertes de poids drastiques et on voit, là, on sort un petit peu du cadre de l'athlète de haut niveau, là, mais on voit souvent des gens qui disent « Ah, j'essaye tel truc, puis ça fonctionne moins bien que l'autre truc que j'ai fait avant parce qu'ils en ont fait 15, puis finalement, c'est un petit peu ça qui se passe, c'est que le corps devient fatigué à faire des changements drastiques, c'est ça? » Oui, en même temps, c'est sûr que le corps, si on regarde les études scientifiques, le corps d'une personne athlète versus non-athlète fonctionne différemment, dans le fond, aussi. Fait que c'est pour ça qu'on peut pas utiliser, dans le fond, les études qui sont effectuées chez les athlètes entraînés puis rapporter les résultats, dans le fond, à la population générale et inversement, dans le fond, aussi. Mais c'est sûr que, je veux dire, les gens qui on fait des diètes drastiques, souvent ça va avoir affecté principalement la masse musculaire aussi. Fait que si on perd beaucoup de masse musculaire, ben c'est sûr que ça va affecter notre métabolisme dans le fond au repos aussi, là. Absolument. Mais ça ben regarde, étant donné que tu as parlé du métabolisme, est-ce qu'il y a des moyens pour améliorer et accélérer le métabolisme de façon naturelle sans prendre des stupéfiants, des sources spéciales de produits un peu louches? Magique. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je pense que c'est de clarifier parce que des fois, les gens sont un petit peu mélangés. Dans le fond, c'est quoi le métabolisme? D'un côté, en fait, on a les dépenses énergétiques du corps. Puis, dans cette catégorie-là, il y a différentes choses qui vont contribuer, dans le fond, à notre dépense énergétique. Donc, il y a effectivement le métabolisme de repos. Ça, c'est l'énergie qu'on dépense en étant au repos. Fait que juste, dans le fond, quand on est alité, ben nécessairement, notre corps a besoin de dépenser de l'énergie pour faire battre notre cœur, pour nous faire respirer, puis pour assurer, dans le fond, nos fonctions vitales de base. Fait que ça, c'est notre métabolisme, dans le fond, de base ou notre métabolisme de repos. Ensuite, on a nos dépenses qui sont associées aux activités de la vie quotidienne. Donc, pour se faire à déjeuner, pour aller chercher le courrier ou peu importe. Fait qu'on dépense nécessairement de l'énergie ou des calories de cette façon-là aussi. Puis ensuite, il y a l'énergie qui est associée à l'entraînement. Donc, ça, c'est toutes nos dépenses énergétiques. Le métabolisme, dans le fond, de repos fluctue presque pas d'une journée à l'autre. Fait que c'est faux de penser qu'il y a une grosse fluctuation justement d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre au niveau de notre métabolisme de repos. Fait que tout ce qu'on lit ou les gens qui vont vraiment essayer de tout faire pour altérer ou accélérer leur métabolisme de repos, souvent, si ça fonctionne, c'est quand même pas très significatif, mettons, versus de manger une pomme de plus ou de moins dans le fond dans sa journée. Fait que c'est surtout de cet ordre-là. Fait que activer ou accélérer le métabolisme, ça vaut pas tant la peine parce qu'on n'aura pas tant d'impact à ce niveau-là, versus c'est sûr que au niveau de notre dépense énergétique en termes d'entraînement, ben là, on peut aller jouer dans le fond un peu plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde, les études ont montré que chez les gens qui s'entraînaient plus, souvent, ils étaient plus fatigués. Donc, ils dépensaient moins d'énergie le reste de la journée pour leur activité quotidienne. Fait que des fois, on a l'impression qu'on s'entraîne beaucoup plus, mais quand on regarde le déficit calorique, il n'est pas si important parce que justement, on était fatigué, fait qu'on n'a pas pris les marches dans le fond pour monter les escaliers au bureau. Ou on n'a pas pris, on n'est pas d'habitude, on va tout le temps à pied chercher le courrier dans le fond, puis finalement, là, on a pris notre voiture. Fait que ça, c'est à considérer dans le fond aussi. Fait que, mais supposons, exemple, quelqu'un
va s'entraîner puis prendre de la masse musculaire, est-ce qu'à ce moment-là, son métabolisme... Parce que on s'entend qu'avoir du muscle, ça brûle plus d'énergie que du gras. Donc, à ce moment-là, est-ce que ça va pas accélérer son métabolisme de base si il prend, supposons, un 10 ou 15 livres de masse musculaire, par exemple? C'est sûr qu'il y a un lien, dans le fond, entre les deux. Mais j'en parlais justement à un collègue PhD en kinésiologie, justement, qui est spécialiste du domaine. Puis il me disait que c'est rare en ce moment qu'il va émettre ses recommandations, justement là, où il va demander aux gens de gagner de la masse musculaire pour activer leur métabolisme, parce que c'est justement, encore une fois, c'est négligeable versus ce qui peut être fait au côté alimentaire ou au côté entraînement. Mais oui, ça contribue. Mais est-ce que c'est ça qui va faire toute la plus grande différence? Peut-être pas à ce moment-là. Non, mais on s'entend qu'il faut que ça soit combiné aussi avec la nutrition et le sommeil. On va se dire que c'est les trois, le trifecta, comme on dit, là. C'est important que les trois soient... on point. Le trio. Le trio, et voilà. Pour regarder en français. Exact, c'est ça. Je dis sommeil, mais repos. Fait que souvent, la journée de repos, les 2 jours de repos, les gens les négligent. Ils se sentent mal de rien faire. Oui. Mais d'expliquer justement que le fait de se reposer, ça va les aider à avoir justement plus de gains par la suite aussi. Oui, comme tu sais, les gens aussi pensent que c'est important de s'épuiser à l'entraînement pour avoir des résultats, que si je suis pas complètement raqué demain, ben j'ai pas eu un entraînement efficace. C'était perdu. C'est un exercice perdu. Une journée perdue. Je me suis entraîné pour rien. Que si je suis pas complètement en sueur quand je finis de m'entraîner, c'est que j'ai pas assez forcé. Donc, il y a plein de vieilles mentalités. Au niveau alimentaire, je rajouterais, si j'ai pas faim ou si je ressens pas la faim, ça veut dire que je suis pas en train de perdre du poids. Fait que souvent, les gens recherchent la faim comme étant quelque chose de positif. OK, j'ai faim, je mangerai pas. Ça veut dire que là, ça va fonctionner. Et là, tu parles de faim, mais parlons de la soif aussi. L'hydratation joue un gros rôle aussi dans la santé globale, autant la performance que la perte de poids. C'est quoi, toi, ta vision, ta recommandation au niveau de l'hydratation? Bien, les recommandations, c'est drôle parce que ça a quand même évolué beaucoup dans les dernières années si on regarde les études scientifiques. Avant, on disait aux gens... C'est important, il faut boire avant de commencer de percevoir la soif, parce que dès que vous avez soif, vous êtes déjà déshydraté et ça altère dans le fond vos performances. Fait que ça a été, moi, quand j'ai étudié, puis au début de ma carrière, c'était vraiment le message qu'on passait. Puis, petit fait comique, quand j'ai commencé à faire mes ateliers au cirque, fait que c'est ça, c'était il y a 14 ans, fait que je travaillais, le Cirque du Soleil, il y a beaucoup d'artistes russes aussi. Puis, j'amenais mes ateliers sur l'hydratation, puis ils étaient complètement fermés d'esprit. Les artistes me disaient, ben non, si tu bois, tu vas gagner du poids. Boire, c'est pas bon. Il faut se restreindre. Puis là, avec le temps, c'est ça, les choses ont évolué. Mais en voulant dire d'une culture à l'autre, l'hydratation, c'est pas nécessairement perçu comme quelque chose de positif. Wow. Mais je dois dire que ça a changé, puis ça a évolué. Les nouveaux artistes russes qu'on a eu, je veux dire, dernièrement, c'est ça, c'est complètement différent. Mais bref, je trouvais ça assez comique. Puis même souvent, les interprètes russes me regardaient en disant, ben ils ont raison, là, ils devraient pas boire. OK, ouais. Fait que là, déjà que tu commences ta pratique comme nutritionniste, t'es pas super confiante, puis là, tu te fais dire ça quand tu parles, tu sais, juste de boire plus d'eau. C'est un petit peu déstabilisant. mais est-ce que tu dirais qu'il y a comme une base, il faudrait boire un certain nombre d'eau par jour? Ou parce que j'avais entendu dire que de boire quand tu as soif, puis que c'est pas, de pas te forcer à boire ou de pas nécessairement boire 2,5 litres ou 3 litres d'eau par jour, que c'était pas nécessaire? Ben c'est ça. Fait que, dans le fond, ce que j'expliquais, c'était comme au début ce qu'on disait. Puis là, les nouvelles études dans les dernières années, ce qu'ils ont montré, c'est que le fait de se surhydrater ou le fait de trop boire est pire, dans le fond, que le fait de ne pas boire suffisamment. Fait que là, dans les recommandations, ça a décalé complètement de l'autre côté où là, on a dit aux gens, ben là, faites attention, buvez juste quand vous avez soif, puis allez pas au-delà, en fait, de ça. C'est très contradictoire d'une étude à l'autre, là. Oui, ben tout à fait. Puis en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que les meilleurs marathoniens au monde, souvent des Africains, finissaient leur marathon
hyper déshydratés, mais ils étaient hyper performants dans le fond aussi. Fait qu'on se disait, ben finalement, est-ce que ça affecte tant que ça la performance, puis à quel niveau? Fait qu'il y a beaucoup d'études qui ont été initiées justement en observant les meilleurs coureurs, puis en mesurant leur niveau de déshydratation après les courses. Puis on sait aussi qu'il y a l'hyponatrémie, fait quand la concentration de sodium est fortement abaissée dans le sang, mais ça, c'est une condition qui peut être fatale. Donc, les gens qui suent beaucoup puis qui consomment juste beaucoup d'eau, ben c'est sûr que ça va créer un déséquilibre électrolytique dans le sang, puis ça peut ultimement les faire mourir. Il y a eu des cas de décès à des marathons de gens justement qui étaient en état d'hyponatrémie. Donc, tout ça pour répondre à ta question, en fait, je pense que c'est un juste milieu, dans la mesure où moi, j'ai des gens qui sont jamais habitués de boire. Fait que là, je leur dis, ben, on va essayer de stimuler, dans le fond, l'hydratation. C'est sûr que si vous buvez jamais, ben, vous n'aurez pas envie de boire. Puis peut-être que vous vous sentiriez vraiment mieux si vous buviez un petit peu plus dans la journée. Puis c'est souvent ça qui arrive. Mais on revient tout le temps à notre charte pipi, qui est la meilleure façon intra-individuelle de savoir si on est bien hydraté ou pas, c'est de regarder la couleur de son urine. Ça paraît tellement simpliste, mais en même temps, c'est ça, parce que je suis qui, moi, pour savoir la quantité que tu devrais boire, parce que je sais pas exactement comment tu sues, puis c'est sûr qu'on peut donner des recommandations générales, mais on va dire aux gens de boire puis de se fier à la couleur de leur urine. Fait que c'est sûr qu'en période où il fait un petit peu plus chaud, on devrait boire plus à ce moment-là. Puis on veut aussi dire aux gens de pas... si on boit 2 litres d'eau d'un coup, mais il ne sera pas absorbé de façon optimale. Fait qu'on veut répartir, en fait, notre apport en eau dans le temps. Puis de ne pas oublier le sel. Fait que souvent, les gens en effort physique vont boire beaucoup d'eau. Comme je le disais tantôt, c'est important si on sue beaucoup. Ben souvent, juste ajouter une pincée de sel. Les boissons pour sportifs en contiennent de toute façon. Fait que ça, c'est à pas négliger non plus. C'est vrai, ça, c'est un autre bon point, ça, que le sel qui est... C'est un autre truc qui a été un peu démonisé. Ouais, exact. Faible en sel, faible en sucre, faible en gras. Finalement, il n'y a plus rien. Ouais, achetez ce yogourt, il n'y a rien dedans. J'ai eu des problématiques avec justement des plus jeunes athlètes qui étaient encore à la maison où là, les parents... c'est correct, là, je veux dire, au niveau santé publique, je pense que les gens doivent manger moins transformé puis ils consomment plus de sel qu'ils en ont besoin. Mais chez des jeunes athlètes qui suent beaucoup, c'est important le sel, c'est important que tu sois à la table, c'est important de consommer du V8 qui est pas sans sodium. Puis donc c'est pour ça que c'est d'éduquer les gens que quand on a un taux d'oxydation qui est élevé, c'est correct dans le fond de prendre du sodium à ce moment-là sans problème. Puis j'avais une question, j'en vais en profiter pendant que tu es là. Moi, je fais de l'haltérophilie. Et puis, j'étais curieux de savoir où est-ce que tu dirigerais un athlète qui fait justement un sport d'explosion comme ça. Est-ce que tu conseilles de manger beaucoup de glucides? Où est-ce que tu irais avec sa diète? Protéines, beaucoup de gras, beaucoup de tout. Ouais, Qu'est-ce que tu suggères? Ouais. Mais c'est ça, quelque chose qui est super intéressant dans le fond par rapport au gain de masse, dans le fond musculaire, masse maigre, c'est qu'avant, on mettait beaucoup l'accent sur le post-entraînement. Il faut que vous ayez vos protéines, dans le fond. Après l'entraînement, il y a la fenêtre, la fameuse fenêtre. Je suis tellement content que tu parles de ça en ce moment, là, c'est merveilleux. du 30 minutes. Puis, je veux dire, c'est la seule chose qui compte. Là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on veut stimuler notre synthèse protéique musculaire le plus possible, c'est pas juste le post-entraînement qui compte. C'est le fait d'en avoir toute la journée à chaque 3-4 heures. Fait que ça, c'est ce qui va maximiser le plus, dans le fond, notre synthèse protéique. Donc, justement, notre masse musculaire. Fait que les gens négligent beaucoup les protéines, des fois au petit déjeuner ou en collation. Fait que c'est vraiment de s'assurer de répartir les protéines le plus possible. Fait que le chiffre magique que nous on utilise, c'est le 0,3 g par kilogramme de poids. Donc, tu sais, pour un athlète qui a une masse musculaire pas super importante, c'est quand même des quantités de protéines qui sont tout à fait faciles à aller chercher dans l'alimentation. Puis chez d'autres athlètes, on trouve des stratégies justement pour aller les chercher. Mais c'est la fréquence des protéines, définitivement, c'est une des choses qui est importante. Puis de pas non plus négliger les glucides. Fait que c'est sûr que c'est pas comme un sport d'endurance, comme tu le disais, c'est un sport de puissance. C'est pas un stop and go comme le tennis, où là, les besoins en glucides, oui, seraient plus élevés. Mais oui, on a quand même besoin, de glucides. Mais c'est vrai qu'un haltérophile a moins besoin de glucides qu'un triathlète, clairement. OK. Et puis, est-ce que, une autre bonne question que je veux qu'on aborde, c'est,
Bon, déjà, probablement, la fenêtre de 30 minutes, j'ai l'impression que c'est un mythe qui a été inventé par les compagnies de suppléments parce que le truc le plus facile, qui est plein de protéines, que tu peux traîner dans ton sac de gym, qu'il faut que tu consommes tout de suite en finissant de t'entraîner, c'est un shake, tu sais. Ben, je vais nuancer ce que tu dis. Dans le fond, du côté protéines, on en veut après l'entraînement, mais on en veut dans le fond, le reste de la journée aussi. Mais au niveau des glucides, la fenêtre du 30 minutes est importante. Okay. Parce que nos cellules, dans le fond, sont plus sensibles. C'est bon à savoir, excellent. Les cellules sont plus sensibles à l'action de l'insuline, dans le fond. Puis l'insuline, c'est la clé, dans le fond, pour ouvrir les serrures des cellules. Donc, on veut que nos glucides, justement, puissent rentrer facilement dans nos cellules musculaires après l'entraînement. Fait que ça, on sait que la fenêtre du post-entraînement va être importante, dans le fond, pour nos glucides. Puis, pour nos athlètes qui ont plusieurs séances d'entraînement pendant la journée, il faut absolument prendre avantage de cette fenêtre-là. Par contre, quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par semaine, il a amplement le temps de refaire ses réserves de glycogène entre ses entraînements. Fait que c'est faux de dire que la personne qui s'entraîne le lundi, vendredi, peu importe le sport, doit absolument consommer sa collation tout de suite après l'entraînement pour refaire ses réserves de glycogène. Il y a tellement de repas entre que la récupération va être correcte. Mais c'est de garder en tête que si on a un horaire d'entraînement chargé, surtout si on a 2 matchs de tennis dans une même journée, par exemple, parce qu'on est en tournoi, ben là, il faut absolument aller maximiser justement notre fenêtre post-entraînement. Puis l'autre chose, vas-y, continue. La dernière petite chose que j'allais ajouter, c'est que dans certains cas, je vais recommander la collation post-entraînement, même si l'aspect récupération est pas nécessaire, justement, parce qu'il n'y a pas un gros volume d'entraînement, juste pour éviter d'arriver comme 2 heures plus tard, puis de mourir de faim, puis là, fait que juste pour répartir l'alimentation ou l'apport nutritionnel dans la journée, c'est pas une mauvaise chose d'avoir une petite collation après l'entraînement. OK. Puis, tu suggères quoi comme glucides dans cette fenêtre de 30 minutes? Ça peut être n'importe quoi. Chaque personne, dans le fond, ça va être différent. C'est correct, là. Parce que là, tu vas chercher beaucoup de gras. Le gras, dans le fond, ralentit l'absorption des glucides. Fait que là, tu n'irais pas optimiser tant que ça ta récupération. C'est pas des bons glucides, OK. Mais donc, ce que tu dis aussi, c'est de combiner protéines et glucides ensemble après un entraînement, pas juste prendre des protéines. Parce que des shakes, des suppléments de protéines pures, et les gens sont suggérés de prendre ça après. Et là, tu confirmes un peu ce que je dis depuis des années, c'est de combiner les deux pour maximiser le résultat, finalement. Ben, c'est ça. Donc, puis en même temps, c'est difficile parce que les suppléments qui combinent glucides, protéines, souvent la quantité de glucides va être quand même vraiment importante, puis c'est pas nécessairement optimal pour tout le monde. On a souvent parlé du ratio 3 pour 1, 3 glucides, 1 protéine, mais nous, c'est plus quelque chose, en fait, qu'on utilise. On calcule vraiment les deux de façon distincte. Fait que pour les protéines, comme je disais, c'est le 0,3 g par kilogramme de poids. Puis pour les glucides, dépendamment du sport, ça va être souvent de 0,8 à 1,2 g par kilogramme de poids. Donc souvent, moi, la quantité de glucides que je recommande va varier dépendamment du type d'entraînement qui a été fait. Fait qu'est-ce que c'est un entraînement qui a épuisé les réserves de glycogène, oui ou non? Puis en fonction de ça, on va modifier la quantité de glucides après, puis le choix d'aliments aussi. Puis des fois, on va avec l'aspect pratico-pratique de la personne. Fait que si, je veux dire, c'est le plus simple, c'est d'avoir une banane puis une barre, ben ça va être ça. Fait que dans certains cas, ça peut être correct d'avoir ces protéines sous forme de shake, mais c'est d'ajouter les glucides, dans le fond, à côté. Moi, je suis une grande fan des smoothies parce que je peux facilement ajuster la quantité de protéines, glucides en fonction des besoins de l'athlète, en modifiant la quantité de fruits, en ajoutant, je veux dire, ça peut être une poudre de protéines, comme ça peut être du yogourt grec, donc en fonction des besoins de chacun, on ajuste. L'autre affaire que je vais te demander, est-ce que, supposons que tu as un athlète, exemple, qui va s'entraîner 3 fois par semaine, est-ce que sa diète, tu vas la changer selon les jours entraînement et sans entraînement? Ben en fait, souvent, c'est la répartition pendant la journée qui va être différente. Parce que dépendamment, encore une fois, du type d'entraînement, si on a, mettons un haltérophile, mettons. Mettons un haltérophile. Ben, j'irais plus, encore une fois, au niveau de la répartition. Mais moi, à moins qu'on fasse justement un sport vraiment d'endurance où là, il y a une grosse différence au niveau des besoins en glucides d'une journée à l'autre. Mais dans un cas d'un haltérophile,
j'irais pas avec une grosse fluctuation des apports, des journées avec entraînement, non entraînement. Il faut se rappeler que souvent, le processus de récupération, il est pas juste de quelques heures, il va se poursuivre dans le fond sur la journée après. Fait qu'on veut pas négliger l'alimentation le reste de la semaine dans ce contexte-là aussi. Fait que ton apport en protéines, il va être aussi important les journées où tu t'entraînes pas que les journées où tu t'entraînes. OK. Et puis, il y a une autre affaire, dernier truc que je voulais parler. Oui, parce que pour les haltérophiles, finalement... Non, je vais parler, c'est une autre affaire aussi qui est un peu démonisée, encore une fois, c'est de manger des glucides le soir. Oui. Bon, là, il y a plein de monde qui disent que tu vas les storer en gras automatiquement. Parce que les glucides le savent, l'heure qu'il est. Hein? Ouais, exact. Ils agissent différemment passé une certaine heure. Exact. Puis là, ils savent qu'il faut qu'ils deviennent du gras tout de suite. Donc, c'est ça. Puis j'avais même lu une étude qui disait que c'était bien de consommer des glucides peut-être 1 heure ou 2 avant d'aller dormir pour optimiser son sommeil. J'étais un petit peu curieux d'avoir ton opinion sur ça, en fait. Encore une fois, je pense... les gens ont peur de consommer des aliments point avant d'aller dormir, là, peu importe si c'est des glucides ou autre chose. Il faut arrêter de manger point, parce que là... Peu importe si tu travailles de nuit ou de jour, après 7 heures, tu manges plus. Ben c'est ça. En fait, on a des besoins quotidiens, des besoins journaliers. Puis, je veux dire, si on mange la quantité de calories qu'on a besoin, ben c'est correct. Fait que si on répartit l'alimentation dans la journée puis qu'on a une collation le soir, c'est tout à fait correct. C'est plus si on a mangé suffisamment pendant la journée puis que là on sort avec des amis puis qu'on fait notre soirée au McDo, ben peut-être que ce repas-là est pas nécessaire puis peut-être qu'il va justement engendrer un excès calorique. Mais c'est pas le fait d'avoir mangé à une telle heure, mais c'est l'excès calorique à ce moment-là qui va avoir une répercussion. C'est important de savoir que un excès pour avoir un gain de poids, c'est pas juste une fois, dans le fond, qui va faire une différence. C'est pas parce qu'on a mangé une fois du McDo le soir que nécessairement il va y avoir un gain de poids. Il faut que cet excès calorique-là soit répétitif puis soit constant pour avoir une incidence justement sur notre composition corporelle ou sur notre poids à ce moment-là aussi. Mais ça, je pense que c'est un bon point ce que vous amenez parce que mes artistes de cirque, ils finissent de travailler à 10 heures, 11 heures, dans le fond, tous les jours. Fait que souvent, s'ils mangent pas après le spectacle, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nuire, dans le fond, à leur récupération. Ben oui. Fait qu'il y en a beaucoup qui mangent pas justement par peur de prendre du poids parce qu'ils se sont fait dire qu'ils devraient pas manger, mais dans leur contexte, s'ils veulent récupérer, ils n'ont pas le choix de manger, mais à ce moment-là, ils ont besoin justement de glucides, de protéines, puis souvent, ils n'ont pas mangé peut-être avant le spectacle suffisamment parce qu'ils ne voulaient pas être trop pleins, fait qu'il faut faire des choix judicieux après le spectacle pour justement récupérer adéquatement. Puis est-ce que c'est vrai que ça améliore le sommeil, les glucides en soirée? Je pense qu'il y a différentes choses. Il y a un lien avec le tryptophane, qui est un acide aminé, dans le fond, puis le sommeil. Fait qu'il y a des recommandations qui vont dire de boire, par exemple, parce que le lait est un aliment qui est riche en tryptophane, les graines de citrouille aussi. Donc, le fait justement de consommer ces aliments-là avant de dormir pourrait faciliter ou améliorer le sommeil. Encore une fois, tu sais, je pense que c'est peut-être négligeable aussi. Je pense que le fait de ne pas aller au lit l'estomac vide où on a faim, mais c'est sûr que ça aide parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui se privent la journée puis ils se réveillent la nuit ou sont pas capables de s'endormir le soir parce qu'ils ont réellement faim. Mais je pense pas, il y a pas de lien, je crois pas qu'il y a vraiment un lien glucide, peu importe quel type, dans le fond, et sommeil qui est établi clairement. Ce qu'on retient de tout ça, c'est si on veut prendre du poids, il faut avoir un surplus calorique. Puis si on veut perdre du poids, il faut avoir un déficit calorique. Peu importe comment on répartit nos nutriments dans la journée, c'est le résultat à la fin de la journée qui va compter. C'est sûr que, dans le fond, je vais juste nuancer, dans le fond, pour le gain de poids, le gain de masse musculaire, la littérature scientifique a quand même montré qu'on pouvait avoir un gain de puissance musculaire ou un gain de masse musculaire juste en modifiant, dans le fond, la répartition de ces macronutriments aussi. Fait que le fait, on n'est pas obligé de gagner beaucoup de poids pour gagner de la masse musculaire non plus. Fait que dans la mesure où on peut avoir des gains, mais juste en augmentant aussi son apport en protéines, si à la base il était déficient, le fait de l'optimiser, c'est sûr qu'on peut aller chercher des gains à ce moment-là aussi. Donc, on n'a pas besoin de faire un dirty bulk qu'on appelle, comme les anciens bodybuilders. Donc, une prise sale pour une prise les de francophones. poids sale, ouais. Comme les bodybuilders faisaient à l'époque. C'est sûr, pour certains sports, c'est pas optimal justement d'aller gagner beaucoup de masse grasse
non plus Mais- en gagnant notre masse musculaire. Mais j'ai comme l'impression que les bodybuilders, ils se privent tellement avant un show, puis c'est tellement une longue période où ils doivent faire attention à ce qu'ils mangent que c'est un peu une raison pour manger n'importe quoi quand ils sont en off-season. Ben, à la base, je pense que le bodybuilding, c'est un des sports qui est le moins santé Ouais, pour atteindre leurs objectifs. C'est le moins... Mais je parle, physiquement et mentalement aussi, je pense qu'ils développent des très, 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 très mauvaises relations avec la nourriture. Là. D'accord. Et tu parlais tantôt de c'est pas avec un excès que tu vas détruire complètement ton IMC, voilà, ton IMC, ton indice de masse corporelle. Hein? Il faut faire le switch en français. Par contre, les gens aimeraient bien que ça soit avec juste une bonne action, que toutes leurs mauvaises actions depuis les 2, 3, 5 dernières années s'effacent. Ah, parce que là, j'ai mangé 2 brocolis de plus que d'habitude, j'ai perdu 10 livres. Fait que c'est un peu ce 2 poids, 2 mesures. Ils réalisent pas que c'est parce qu'on n'est pas où est-ce qu'on est. La situation qu'on est là, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme tu l'as dit, c'est toutes les petites décisions qu'on a faites et qu'on a prises depuis les dernières années. Fait que si on veut changer ça parce qu'on n'est pas content, parce que soit on veut s'améliorer ou soit on veut perdre du poids ou peu importe, il faut aussi prendre plein de petites décisions pendant les prochains mois, années, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Ok, je vais faire ça pendant 30 jours, je vais atteindre le poids idéal, je vais atteindre la masse musculaire idéale, je vais atteindre la performance idéale, puis après ça, j'arrête. Après ça, je retourne... » Qu'est-ce que tu en dis de ça? Comment est-ce que tu amènes quelqu'un à faire un shift, un changement? Shift. Ben, en fait, je pense qu'à la base, ce désir d'avoir des résultats rapidement vient encore une fois beaucoup la culture des diètes. Là, quand on voit en 30 jours, vous suivez ceci et voici la silhouette que vous allez avoir. Fait que je pense que ça a amené beaucoup de confusion auprès des gens en disant « Ah, ben c'est possible, puis c'est ce qu'on devrait faire. Puis que si ça prend trop de temps, ben c'est inefficace, puis ça fonctionne pas. » Effectivement, c'est miser sur les changements de comportement parce qu'on veut que ce soit durable, puis on veut que ça fonctionne dans le contexte de vie de chacun aussi. Mais si quelqu'un se met à s'entraîner, dans le fond, 6 jours semaine, puis qu'il y a un horaire de fou, ben les chances sont qu'après quelques semaines, ça va être trop difficile, puis qu'au lieu de réduire à 2-3 fois semaine, ben il va complètement abandonner aussi. Fait que c'est d'y aller graduellement, de respecter la phase de vie dans laquelle on est aussi. On vient d'avoir un jeune enfant, on dort pas beaucoup, ben peut-être que c'est pas le meilleur moment pour se mettre nos plus grands objectifs de performance, dans le fond, non plus. Fait que je pense que c'est de respecter ça. Puis, avec mon commentaire, justement, c'est pas parce que tu manges plus une fois que nécessairement tu vas gagner du poids, c'est que les gens ont tendance beaucoup à compenser puis à vouloir effacer ces comportements-là dans la mesure où, hier j'ai trop mangé, fait qu'aujourd'hui je vais manger juste une salade pour le dîner ou je mangerai pas de dessert aujourd'hui. Puis ça, au bout du compte, est nuisible parce qu'on se retrouve toujours dans une espèce de cercle vicieux, dans le fond, restriction. Puis après ça, où on parle de contrôle, puis on mange plus. Fait qu'on est tout le temps, dans le fond, en train de jongler entre les deux modes. Puis ça, physiquement puis mentalement, c'est pas optimal. Tout le temps dans un mode de culpabilité, finalement. Aussi, mais soit en excès ou en privation. On est tout le temps, dans le fond, souvent entre ces deux modes-là. Puis on devient jamais content. Là, j'ai mangé le gâteau que je voulais, mais 3 secondes après, je suis coupable. Puis après ça, on se prive pour justement, comme tu dis, tenter d'effacer le truc. Puis on dit, mais j'aurais tellement aimé ça, manger un gâteau. Fait que finalement, on n'est jamais content dans ce cycle-là. Ben c'est ça. Puis l'alimentation ne devrait pas prendre toute la place dans la tête d'une personne non plus. Puis souvent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me consulter. Parce qu'ils sont épuisés de devoir penser, dans le fond, à ça à la journée longue ou de dire OK, ben là, j'ai un souper au restaurant avec mes amis vendredi, fait que là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire la veille ou la journée même, dans le fond, pour me permettre de manger ce que je veux. Puis ça devrait pas être complexe, dans le fond, comme ça. Effectivement. Ben, d'ailleurs, avec toute cette complexité-là, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut parler, puis on pourrait se parler pendant des heures et des heures et des heures. Puis d'ailleurs, peut-être qu'on va devoir te réinviter pour parler d'autres sujets qu'on n'a pas le temps de discuter aujourd'hui. Mais une grosse question que j'ai depuis un bon moment, c'est avec toutes les avancées technologiques, toutes les recherches qui ont été faites,
le nombre de nutritionnistes qui augmente, le nombre de médecins qui augmente, etc. Comment, et tu n'as peut-être pas la réponse, là, mais comment est-ce que ça se fait qu'on ait encore un taux d'obésité qui ne cesse d'augmenter d'année en année de façon mondiale, pas juste aux États-Unis, là, mais mondialement, on voit les chiffres qui ne cessent d'augmenter, alors qu'on a un accès à la nourriture simple, on a toutes les informations qu'on devrait avoir. D'ailleurs, les livres que tu dis qui se font acheter comme ça se peut pas. Donc, selon toi, comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, on a un problème d'obésité, de surpoids? Ça va être mon opinion personnelle, là, dans la mesure où j'ai pas fait de revue de littérature sur le sujet, mais je pense qu'il y a différents volets. Tu sais, d'une part, entre la connaissance, puis l'éducation, puis le fait d'agir, il y a quand même deux mondes. Fait que les gens peuvent s'éduquer beaucoup, mais c'est pas parce qu'ils s'éduquent ou qu'ils ont accès à différentes sources d'informations qu'ils vont nécessairement passer à l'action, ou qu'ils vont savoir comment le faire, ou encore une fois, comment ils peuvent l'appliquer à leur mode de vie. Fait que je pense qu'il y a déjà ça. En même temps, tu sais, c'est un petit peu le parallèle entre autres au Québec, on n'a jamais vendu autant de livres de recettes. Les gens n'ont jamais aussi peu cuisiné. Fait qu'encore une fois, ça montre à quel point, je veux dire, la problématique est partout. Fait que les gens sont intéressés, ils veulent entendre parler de meilleures recettes ou de bonnes idées de recettes. Puis on le voit sur les réseaux sociaux, ce n'est que des images, je veux dire, de belles recettes, mais les gens ont pas le temps de cuisiner. Fait, je pense. Puis encore une fois, c'est mon humble avis aussi, mais c'est sûr que les gens mangent hyper transformés encore. Les gens prennent pas le temps de manger. Les gens, comme on le disait tantôt, pourquoi il y a le courant alimentation intuitive puis alimentation pleine conscience? C'est parce que c'est un concept qui paraît tellement nouveau pour chacun qui, en même temps, devrait être assez inné. On s'entend juste écouter ce que notre corps a besoin. Fait que on vit dans un monde où ça va à 1000 à l'heure, puis on prend pas justement le temps de se poser la question, est-ce que j'ai suffisamment mangé, oui ou non? Puis juste ça fait une grande différence au niveau justement du poids. L'autre chose, puis ça, j'en parlais à une autre de mes collègues, puis c'est elle qui m'a alignée un petit peu sur cette piste-là, puis je trouvais ça intéressant, la technologie. Fait que maintenant, on peut être assis dans notre salon, puis on n'a pas besoin de se lever pour fermer les lumières, pour fermer notre porte d'entrée. Fait que la technologie aussi, évidemment, amène au fait d'être beaucoup moins actif. Oui. Puis les gens associent beaucoup l'activité physique ou l'exercice à la perte de poids et non au plaisir. Fait que les gens, dans le fond, ils vont s'entraîner pour brûler des calories, mais ils s'en vont pas faire une balade en vélo, dans le fond, avec leur famille, par plaisir nécessairement non plus. Fait que l'espèce de culture des diètes a comme, je pense, un impact vraiment, vraiment important à ce niveau-là aussi. Puis les gens qui se sont fait prendre par cette culture de diète-là, psychologiquement, c'est vraiment difficile. Fait qu'ils ont juste une espèce de passé d'échec continuel par rapport à ça. Puis ça entretient cette relation malsaine avec les aliments ou avec l'alimentation de façon générale aussi. Puis, on parle souvent d'alimentation émotionnelle où les gens vont manger pour d'autres raisons que pour la faim aussi. Fait que ça peut être d'autres raisons qui peuvent peut-être expliquer le phénomène. Dans le fond, c'est qu'on a une mauvaise relation avec la nourriture, puis on a une mauvaise relation avec le sport et l'entraînement. T'sais. On voit ça comme... Et normalisé, ouais. Exact. C'est pour ça, mais c'est pour ça que j'ai l'impression aussi que les diètes deviennent très populaires. Plus c'est simple, comme il y a eu la carnivore diet, là, récemment, la diète carnivore. Voilà, oui, merci. Pour Eric. Donc, c'est ça qui a été très populaire. J'ai l'impression que les gens ont besoin de se faire dire quoi faire puis d'avoir quelque chose de simple à suivre. Alors que tu sais, on sait très bien qu'à long terme, c'est pas viable du tout comme façon de manger. Là. Personnellement, je l'ai essayé. J'ai toffé 3 jours, puis je cravais une salade. C'était incroyable. J'avais vraiment envie de manger des fruits puis des légumes, puis de manger autre chose. Fait c'est ça, je pense que les gens vont vers la simplicité. C'est pour ça que le véganisme me fait vraiment peur. C'est que les gens savent même pas comment s'alimenter de façon normale, la plupart des gens. Ils savent même pas comment gérer leur nutrition. Puis là, ils essaient de devenir vegan, puis c'est le truc que tu as besoin d'être le plus préparé. Il faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu fais. Il faut que tous tes trucs soient calculés. Il faut vraiment que tu saches combiner quoi ensemble pour avoir un repas complet.
Fait que, ouais, c'est même un peu dangereux, ça, tu sais. Les gens, je pense que ça revient beaucoup à la confiance. Dans le fond, comme ils se sont fait dire quoi manger ou ils ont justement suivi différentes formules déjà faites, ils ont complètement perdu confiance en leurs moyens puis entre leur capacité de pouvoir décider, dans le fond, qu'est-ce qu'ils devaient manger puis qu'est-ce qui leur faisait du bien aussi. Fait que c'est pour ça que souvent, il faut que ce soit noir ou blanc. Les zones grises, c'est peurant. Ils n'ont pas envie de se retrouver en zone grise puis ils ont surtout et souvent pas envie de devoir se poser la question à eux-mêmes, qu'est-ce que j'ai envie de manger, en quelle quantité, parce que ça peut être très, très anxiogène pour beaucoup de gens. Ben oui. Fait que c'est pour ça que d'avoir quelque chose de préfet où ils se dissocient complètement des quantités puis des choix à faire, ben c'est rassurant pour beaucoup de gens. Puis c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu, on en parlait la dernière fois sur l'appel, que on trouve un petit peu l'aspect religion dans les diètes qui se créent, que les gens ils s'apparentent vraiment à ces diètes-là. Tu as l'effet de groupe, puis l'effet que t'es comme un peu rassuré dans tout ça, puis tu es un peu guidé là-dedans, tu sais. Sentiment d'appartenance, effectivement. Exactement. Donc finalement, si on fait un topo de ce que tu viens de dire, c'est beaucoup le fait, tu as parlé d'aliments transformés, puis il y a beaucoup de messages. Les grosses compagnies sont extrêmement bons à nous vendre un message comme quoi, justement, je parlais de faible en sucre, faible sans gras, etc. Un yogourt sans gras, tu me corrigeras si je me trompe, mais à la base, il est censé avoir du gras dans un yogourt. Là. C'est comme ça que ça se fait, un yogourt, non? Fait qu'un yogourt sans gras, moi, 0% de gras dans un yogourt, ça m'a toujours fait peur. Et surtout que les marques se sont ajustées un petit peu, mais il fut un temps où les yogourts qui n'avaient pas de gras étaient bourrés, dans le fond, d'additifs puis de faux sucre, de gélatine, d'amidon. Fait que c'est sûr que, dans le fond, c'est pas parce qu'il n'y a pas de gras ou il n'y a pas de sucre que l'aliment est plus santé, là, clairement pas. Donc, c'est quoi ton opinion sur ça, justement, les trucs comme le fat-free cheese, puis le fromage sans gras. Celui-là, il n'était pas difficile à chercher quand même. Je sais. Mais j'ai tout le temps les labels dans la tête. Les labels, voilà, oui. Les étiquettes, oui. Il est trop lourd, là. Il veut vraiment que ce soit le français parfait. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup avec des anglicismes. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quoi ton opinion sur ces aliments-là sans sucre, sans sel, sans gras? Tu sais, comme acheter du fromage qui n'a pas de gras dedans, selon moi, je sais pas, moi personnellement, j'ai pas le goût d'acheter ça. Du fromage sans lactose et sans gras. Ouais, exact, tu sais. Le sans lactose peut être justifié, dans le fond, pour les gens intolérants. Mais non, mais c'est sûr que moi, c'est pas des produits que je vais recommander encore une fois parce que c'est très, très transformé. Puis souvent, c'est que c'est des produits qui vont être beaucoup moins satisfaisants aussi. Hein? Fait qu'un yogourt, s'il n'y a pas de gras puis que la saveur est artificielle, ben les gens vont en manger, mais ils vont avoir envie de manger quelque chose d'autre dans le fond tout de suite après ou ils vont soit se permettre d'en manger plus parce que justement, il n'y a pas de gras ou ils vont avoir envie d'en manger plus aussi. Fait que c'est sûr que, encore une fois, tu sais, c'est il faut ajuster le message, dans le fond, à la personne qu'on a devant nous. Fait que je vais vous donner un exemple. Si j'ai quelqu'un qui mange des Fruit Loops tous les matins, je vais pas lui dire, dans le fond, d'aller acheter des Bran Flakes ou des céréales, dans le fond, parce que l'écart est beaucoup trop grand versus si j'ai quelqu'un qui va manger je sais pas, des céréales un petit peu sucrées, puis que là, il est prêt à justement à faire dans le fond, le chemin pour aller chercher vers une céréale moins sucrée, je vais le faire versus la personne des Fruit Loops, je vais dire, ben, peut-être qu'on devrait manger des mini-wheats. Fait que tu sais, t'as encore du sucre, mais t'as plus de fibres, ça va te remplir davantage. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il faut, c'est là la clé, c'est vraiment de modifier notre alimentation à notre propre rythme, puis de pas justement avoir un écart trop grand par rapport à nos habitudes actuelles. Sinon, ce sera pas durable. C'est cool que tu dises ça parce qu'on avait exactement le même discours dans un des autres podcasts qu'on a. Ouais, on parlait beaucoup de mini-wheats. Ouais, beaucoup de mini-wheats de Fruit Loops. On disait que c'était bien. Il fallait en manger. Sinon, aussi, la sucralose et les faux sucres, qu'est-ce que tu penses quel effet ça a sur le corps, ça? Parce que c'est un petit peu... il y a du monde qui dit que c'est très, très mauvais. Il y a du monde qui dit que ça change absolument rien, que c'est pas grave d'en consommer. J'étais un petit peu curieux d'avoir ton avis là-dessus. Moi, depuis jour 1, là, ça va faire 15 ans en décembre que je suis nutritionniste, j'ai jamais recommandé, en fait, des faux sucres ou tout produit dans le fond avec des faux sucres, encore une fois, parce que c'est des produits qui sont
généralement hyper transformés dans le fond aussi. Fait que quelqu'un qui met des faux sucres dans son café, je préfère qu'il mette du vrai sucre puis qu'il en mette moins, qu'il mette une tonne dans le fond de faux sucre parce que souvent, c'est les papilles gustatives s'habituent justement à ce goût hyper sucré-là aussi. Puis on s'entend que des succédanés de sucre, c'est très, très sucré dans le fond à la base aussi. Fait que ça maintient cette envie de manger sucré tout le temps. Et ce qu'on veut, c'est que les gens se déshabituent tranquillement de devoir manger hyper sucré parce que le yogourt nature, puis c'est drôle parce que je le vois avec mes enfants, je veux dire, bébés, ils adorent le yogourt nature. Puis là, ils sont exposés à la garderie, à d'autres endroits, à d'autres yogourts qui sont plus sucrés. Puis là, ils trouvent donc bien plate, dans le fond, le yogourt nature, quand à la base, ils l'adoraient. Et tu sais, on voit vraiment que dans le fond, les papilles gustatives, dans le fond, ça ajuste en fonction de ce qu'on mange. Dans le fond aussi, c'est la même chose pour le sel. Fait que si on est habitué de manger toujours hyper salé, si on mange quelque chose de non salé, on va trouver qu'il n'y a pas de goût parce que on est habitué à cette stimulation sensorielle-là en même temps. Fait que c'est pour ça que moi, j'amène les gens tranquillement à réduire leur consommation de faux sucre puis à goûter les vrais aliments, quitte à manger du vrai sucre, mais en moins grosse quantité à ce moment-là aussi. Chez les athlètes ou chez les gens qui s'entraînent beaucoup, on remarque que les faux sucres vont stimuler les rages de sucre. Parce que dans le fond, c'est comme si on envoyait un faux message au cerveau où on dit « Haha, je te donne quelque chose de sucré, tu vas avoir d'énergie », puis finalement, il n'y en a pas. Surprise! Fait que souvent, dans le fond, les gens, ils prennent ça pour avoir moins de calories, mais ils vont finir par manger plus ou boire plus de boissons sucrées par la suite parce qu'ils ont un besoin réel d'aller combler des besoins en glucides. Fait que tu aurais plus genre vers soit le sucre régulier ou sinon miel ou sirop d'érable, par exemple. Ben c'est ça. En voulant dire, le corps, puis on en a beaucoup parlé. J'ai une de mes collègues, Catherine Lefebvre, qui a écrit un livre, dans le fond, sur le sucre au Québec. Puis c'est... peu importe, dans le fond, la source initiale du sucre, le corps, il fait pas vraiment de distinction. Fait que c'est sûr que c'est plate si on parle, dans le fond, de sirop d'érable, de miel ou peu importe de sucre blanc. Au bout du compte, pour le corps, ça revient pas mal au même. Par contre, c'est sûr qu'on a un petit peu d'antioxydants dans le sirop d'érable, on a des vitamines. Puis, en choisissant des produits d'ici, du miel, du sirop d'érable, on encourage, dans le fond, l'économie locale aussi. Fait que c'est pour ça que je vais toujours prioriser ça puis recommander aux gens de choisir du sirop d'érable ou du miel, dans le fond, s'ils veulent sucrer leur aliment. Mais au bout du compte, c'est faux de penser qu'il y a des bons sucres et des faux sucres parce que le corps, il fait pas vraiment de distinction, dans le fond, entre... Non, c'est ça, mais c'est juste que c'est clair, d'après moi, qu'un sucre naturel est mieux qu'un sucre transformé, comme par exemple le sucre blanc. Oui, mais la ligne est mince dans la mesure... Si on pense juste purement physiologique, il n'y a pas tant une vraie différence. OK, c'est intéressant de... Parce que c'est à cause que tu consommes en si petite quantité que t'as pas de différence au niveau système digestif, etc. Ben, c'est qu'au niveau, je veux dire, du glucose, c'est du glucose, du fructose, c'est du fructose. Fait que ça vienne, dans le fond, c'est du sucre blanc ou du sirop d'érable ou du miel, ben, le corps, il fait pas de distinction. Mais comme je disais, oui, il y a différentes plus-values au fait d'aller vers des produits locaux d'ici, ça, clairement. Puis la différence entre le glucose et le fructose, il y en avait un qui était moins bon que l'autre. Ou les deux, ça changeait rien dans le corps. Ben, en fait, il y a une nuance entre les sirops élevés en fructose qui vont être utilisés dans l'industrie alimentaire, puis le fructose qu'on trouve dans les aliments, dans la mesure où les fruits, c'est plein de fructose. Ouais. Le miel va contenir une combinaison glucose-fructose. Et que le fructose, comme le glucose, c'est un sucre simple. La différence, c'est que le glucose est absorbé puis il va directement dans la circulation sanguine. Le fructose doit aller au foie pour se faire transformer en glucose pour ensuite aller dans la circulation sanguine. Fait que c'est différent dans le fond, le fructose qui vient des aliments versus le fructose qui provient de sirops transformés, où là, il y a des liens entre, justement, la santé cardiovasculaire, puis il me semble qu'il y a différentes études qui ont montré, justement, les effets délétères de ce type de sucre-là sur la santé. Et il n'y a pas une combinaison nécessaire entre le sucre et les fibres pour que les sucres soient mieux absorbés j'entendais dire que lorsqu'on consomme du fructose avec des fibres, ça s'annulait un peu ou quelque chose comme ça. Dans le fond, la différence entre boire un verre de jus d'orange puis de manger une orange. Oui, c'est ça, exact. Consommer les c'est fibres. Pas par rapport au fructose, c'est juste de façon générale. Quand on consomme un aliment riche en glucides, fait qu'un fruit qui contient les fibres, c'est sûr que ça ralentit l'absorption, en fait, des sucres. Fait que dans un verre de jus, on n'a pas de fibres, mais c'est sûr que
l'absorption va se faire très, très rapidement. Puis des fois, ça va engendrer un pic au niveau de la glycémie, au niveau de l'insuline, versus le fruit, l'absorption va se faire de façon plus prolongée. Fait que ça, c'est la différence. Fait que c'est pour ça qu'on dit aux gens de choisir des produits céréaliers ou justement de favoriser le fruit avec la pleure, puis le fruit entier versus le jus de fruit à ce moment-là, ou le produit céréalier à grain entier, parce que c'est sûr que ça a un impact à ce niveau-là. Quand tu posais la question, je pensais que tu allais aller dans la direction, parce qu'au niveau de la performance sportive, pour les efforts d'endurance, on recommande de combiner glucose-fructose. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler. Oui, c'était le prochain point, mais vas-y. Bon, je te demande. Dans mes pensées. En fait, c'est qu'ils utilisent justement, comme je le disais, c'est deux sucres différents qu'ils utilisent des transporteurs différents dans le fond pour leur absorption. Fait que pour les sports d'endurance, où là, on sait qu'il y a un lien direct entre la capacité de pouvoir absorber des glucides, puis la consommation de glucides, puis la performance. Fait qu'on veut consommer plus de glucides pendant nos efforts parce qu'on sait que notre performance va juste être améliorée. Par contre, il y a une quantité maximale de glucose qu'on peut consommer parce qu'on vient saturer, dans le fond, nos transporteurs pour l'absorption. Fait qu'une des façons d'aller chercher un petit peu plus de glucides, c'est de combiner, dans le fond, glucose et fructose dans nos sources alimentaires. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits pour sportifs, pour les athlètes d'endurance, qui vont contenir une combinaison des deux à ce moment-là. Les genres de gel pour les cyclistes et les marathoniers, là. C'est ça. Okay. Dans les gels, ils vont en avoir dans les jujubes, c'est ça, exact. Super. Est-ce qu'on avait une autre question, Eric? Je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on avait... Le peu de questions qu'on t'a envoyées. je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on avait pour cette fois-ci. Mais comme je dis, il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations contradictoires sur la nutrition qu'on va probablement, si tu es ouverte à une deuxième invitation, de discuter. Oui? Avec plaisir. Ah, génial. Ça dépend du montage que vous allez faire, mais ouais, on va faire un montage épouvantable. Ouais, on va dessiner des cornes. Là, Non, mais oui, c'est très agréable. Merci beaucoup de ton temps, de ton expertise, parce qu'il y a plusieurs choses que tu as partagées avec nous on connaissait de base, mais d'avoir la confirmation d'une professionnelle. Puis tu sais, pas juste ça, aussi de mettre des choses au clair, comme surtout à propos, on a beaucoup parlé des glucides. Je pense que c'est bien d'avoir, c'est bien que nous on le dise, mais d'avoir la confirmation d'une professionnelle. C'est quand même cool. Ça fait déjà 1h30 presque qu'on discute, ça a quand même passé... relativement vite. Assez vite, ouais, quand même. J'ai pas vu le temps passer, vraiment. Super, j'ai bien eu du plaisir moi aussi, là. Fait que c'était le fun. Fait que au plaisir de vous jaser de nutrition. Excellent. Ben oui, super. Merci beaucoup, Alexia, de ton temps. Merci. Salut, bye-bye. À la prochaine, bye. Ah non, Eric, t'as rien enregistré. Delete. Oh non!